que je vais vous proposer ce soir, c'est une réflexion que je poursuis depuis déjà assez longtemps, qui, vous en rendrez bien compte, pose peut-être davantage de questions qu'elle ne contribue à en résoudre. C'est donc sous une forme d'appel à la réflexion de tous que je dédie ces propos, d'une certaine manière. En fait, j'avais intitulé une de ces conférences d'un titre un petit peu plus pessimiste, pourrait-on dire, en disant, au fond, est-ce qu'à vue humaine, n'avons pas aujourd'hui le choix entre le meilleur des mondes et la guerre civile? Un choix épouvantable, bien sûr. Mais vous allez voir que c'est quand même ce qu'il y a derrière tout ça. Que peut-on faire? Question qu'on se pose sans arrêt, etc. Question angoissante, certainement. Mais la première chose à voir, c'est que nos cerveaux, je pense les vôtres, le mien, sont façonnés par des siècles de tradition et de modernité. Vous allez voir pourquoi je dis tradition et modernité, et la raison pour laquelle j'associe la tradition à la modernité. Nous sommes victimes de l'effacement conjoint de la tradition et de la modernité, qui avait façonné nos cerveaux, nos logiciels d'analyse. Et devant la situation actuelle, qui n'a plus rien à voir ni avec la tradition, ni avec la modernité, nous sommes particulièrement démunis dans notre réflexion. Notre capacité d'analyse est extrêmement limitée. Alors la première chose à faire, c'est bien entendu de se mettre d'accord sur le constat du réel. Notre bel aujourd'hui, comme aurait dit Maurras. Et c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce que beaucoup de nos amis, de gens que nous fréquentons dans des cercles dits bien pensants, etc., mélangent allègrement, bien souvent, le conservatisme le plus étroit à un libéralisme de bonne aloi, celui qui leur permet d'avoir l'air d'être de leur temps, de compter parmi les gens raisonnables, qui en acceptent les contraintes, et de rester malgré tout optimistes. Et nombreux sont les mutins de panurge, acharnés toujours et encore, à trouver accommodement, compromis, et à nous dire « ça n'est pas si grave ». Je vais vous donner quelques citations d'un petit livre de Luc Ferry. Je ne suis pas toujours d'accord sur ses conclusions, mais il a quelquefois de bonnes analyses, qui s'appelle l'innovation destructrice. Il faut dire, dit-il, que nous avons vécu depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis les débuts du capitalisme moderne en Europe, une déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Il est temps de se faire une idée claire des raisons pour lesquelles le capitalisme, comme l'avait déjà compris l'un des plus grands économistes du XXe siècle, Joseph Schumpeter, nous savons que de manière inéluctable à la logique perpétuelle de l'innovation nous sommes soumis à la logique perpétuelle de l'innovation pour l'innovation, et par là même, c'est tout un, dit-il, à celle de la rupture, elle aussi incessante, avec toutes les formes d'héritage de patrimoine et de tradition. Devant le constat que nous allons faire, je suis comme Jean-Pierre Dupuis, un catastrophiste éclairé. Du moins, je l'espère. Qu'est-ce que ça veut dire, catastrophiste éclairé? Ça veut dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup, je ne crois pas que nous soyons contraints de faire quelque chose pour éviter la catastrophe. Je crois que la catastrophe est déjà là. Elle n'a pas produit ses effets sanguinaires, mais elle est déjà là, d'ores et déjà. Et ce sont précisément les faux espoirs entretenus qui nourrissent la catastrophe en nous masquant sa terrible réalité. Et si cette situation
est à proprement parler catastrophique. C'est en grande partie la faute de ceux qui refusent de voir, qui chantent en chœur « ce n'est pas si grave » et accusent les porteurs de mauvaises nouvelles d'être complices de ce qui arrive. Mais les positions défendues face à la catastrophe dépendent étroitement de la réalité qui lui est conférée et de l'acuité de sa perception. Plus précisément, les analyses faites globalement s'inscrivent dans une partition, un peu schématique, je vous l'accorde, entre ceux qui pensent que nous sommes dans une crise interne à une civilisation, qui en a vu d'autres, et donc ce n'est pas si grave, et ceux qui considèrent qu'il s'agit au contraire de la crise d'une civilisation en voie de disparition, rupture radicale qui constitue très exactement la catastrophe dans laquelle nous sommes plongés. Et c'est bien la raison pour laquelle je réfute absolument le mot de crise. Nous ne sommes pas en crise. Parce qu'à chaque crise, sa solution. Une crise, c'est une pathologie. Ça exprime un trouble, un manque, comme une crise du logement, un excès, comme une crise de nerfs, une crise de l'âme. Mais c'est beaucoup plus que cela que nous vivons. C'est une rupture de civilisation. C'est une civilisation tout entière qui s'effondre. Et rupture de civilisation, ça interdit par principe toute tentative de replâtrage qui sont vouées à l'échec. L'économie nous fournit le parfait exemple de notre manque de réflexion. À nous tous, je m'inclus dans ce manque de réflexion. Tout le monde s'accorde à dire que la crise est essentiellement une crise économique, une crise financière. De droite ou de gauche, libéraux, étatistes, idolâtres psychorigides de l'économie, qui est considérée comme la colonne vertébrale, l'infrastructure de nos sociétés. Et c'est bien ce que permet d'affirmer aujourd'hui que Karl Marx est le vrai gagnant de la modernité libérale. Avons-nous une solution économique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non seulement nous ne l'avons pas, personne ne l'a. Il n'y a pas de solution économique à la crise économique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Mais une vérité douloureuse apparaît. Mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de solution économique à la crise économique, et encore moins de miracle à attendre. Et nous, est-ce que nous avons des propositions à faire? Mais bien sûr que non. Nous n'avons jamais réfléchi à une chose. Imaginons, ce que nous souhaitons tous, que les gens deviennent raisonnables, reviennent à la mesure, à la tempérance, limitent leur consommation et balancent la phrase la plus révolutionnaire que l'on puisse imaginer aujourd'hui: j'ai assez. J'ai assez. L'économie s'effondre. La consommation, c'est 70% du PIB. Restons sérieux. Alors comment, lorsque nous disons ce qu'il faut, c'est réencastrer l'économie, la mettre à sa place dans la société, la subordonner au bien commun, est-ce que nous avons mesuré le coût de cet encastrement dans le bien commun? Nous n'avons pas réfléchi. Et bien souvent, nous avons un peu, nous tous, depuis toujours, des idées toutes faites sur un certain nombre de points. Et nous sommes quelquefois éco-mystifiés et on accorde un peu trop d'importance à l'économie. En fait, nous sommes dans une situation où nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à imaginer comment reprendre la main sur le cours des choses qui nous échappent chaque jour davantage. Alors, j'en viens au centre. Modernité, post-modernité. La modernité. Si je vous interroge sur la modernité, vous penserez immédiatement au temps moderne. Et on cherchera des dates de début de la modernité, de la fin du Moyen-Âge, de la sortie de l'âge obscur du Moyen-Âge. Certains vont évoquer 1453, la prise de Constantinople, d'autres 1492, la découverte de l'Amérique, 1517, l'affichage par Luther de ses 95 thèses
sur les portes de l'église de Wittenberg, ou encore la découverte de la lunette astronomique en 1609. Mais il faut déplacer, c'est une idée fausse, il faut déplacer le curseur chronologique. Parce que la modernité n'est pas d'abord une époque, c'est un état d'esprit, un ensemble organique de principes qui agissent dans le temps, libre examen, individualisme, immanence, etc., et comme idéologie, comme révolte, elle est de tout temps. C'est une impatience, un refus de notre condition, un oubli de l'être, une sortie du temps et de l'espace, et surtout du mal insupportable dont le péché originel interdit de s'abstraire. Comme disait, vous savez, Maurice Clavel, le péché originel, c'est de l'or en barre, c'est ce qui vous vaccine contre les idéologies. Donc la modernité et la tradition cohabitent depuis toujours, et forment en fait, c'est l'introduction essentielle de mon propos, ce que l'on appelle en philosophie une dyade, c'est-à-dire un ensemble de deux facteurs insécables, indivisibles, qui ne vont pas l'un sans l'autre. Et lorsque l'un s'effondre, l'autre s'effondre avec. Et nous allons voir, c'est ce qui s'est passé avec la tradition et la modernité. Donc, modernité et tradition cohabitent. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Alcidamas, précurseur de Rousseau, invente le contrat social et balance cette énormité suivant laquelle la société est le produit d'un contrat. À la même époque, vers 450 après Jésus-Christ, vous avez une concomitance extraordinaire de tradition et de modernité. Dans Antigone, Sophocle fait dire à son héroïne, qui s'adresse à Créon, « Ne pas enterrer mon frère, Polynice, c'est ébranler l'ordre du monde. » Voilà le résumé même de la tradition. C'est la caractéristique des sociétés traditionnelles dont les membres sont liés entre eux par la reconnaissance d'un ordre naturel et ou divin, transcendant, hors de la portée des hommes. Eh bien, en 450, la même année, Protagoras balance le brûlot de la modernité, l'homme est la mesure de toute chose. Ça cohabite. Ça marche ensemble. Plus tard, en 1487, je vous livre ce texte extraordinaire de Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, vous vous souvenez, c'est passé dans l'expression courante, un véritable Pic de la Mirandole, c'est quelqu'un qui possède la quasi-totalité des connaissances de son époque. C'est l'érudit, par définition. Et dans son traité de la dignité humaine, il développe la théorie du gender. L'architecte suprême a choisi l'homme, créature d'une nature imprécise, en le plaçant au centre du monde et s'adressa à lui en ces termes. Nous ne t'avons donné ni place précise, ni forme qui te soit propre, ni fonction particulière, Adam, afin que selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras. La nature de toutes les autres choses est limitée, contenue à l'intérieur des lois que nous avons prescrites, toi que nulle limite ne contraint, conformément à la libre volonté que nous avons placée dans tes mains, tu décideras des propres limites de ta nature. Et ton boulot, certaines traductions le formulent ainsi, je t'ai créé afin que tu sculptes ta propre statue. L'homme est libre de choisir sa nature. Quelle définition moderne de la liberté. Et puis la modernité, comme état d'esprit, à un moment donné où elle l'emporte, c'est ce qu'on appellera les temps modernes, sur le monde de la tradition, la modernité va cafouiller complètement. Elle va échouer totalement. Parce que la modernité correspond très exactement à l'âge de l'adolescence, période de destruction du père, de révolte, de prise d'autonomie, avant la plénitude d'un âge adulte que l'on attend sous l'empire de la raison. Malheureusement, la modernité
et néothénique. La néothénie, c'est la persistance à l'âge adulte de caractères juvéniles normalement passagers. Elle est restée adolescente. Et tous les grands philosophes de l'histoire, que ce soit Hegel, Auguste Comte ou Marx, représentent les temps modernes comme la période de destruction de l'ordre catholique, théologique, féodal, qui doit laisser place ensuite à la période du temps des constructions d'un monde où toutes les contradictions seront résolues. Chez tous, on trouve cette idée que l'ère moderne fut l'âge critique, dissolvant, révolté, qui a utilisé des principes abstraits, ceux de la modernité, l'individualisme, le libre examen, la tolérance, les droits de l'homme, comme arme de guerre pour détruire l'ordre ancien. Bref, la modernité en fait fut l'adolescence de l'humanité, tâche nécessaire pour certains, mais purement destructrice. Elle n'a rien construit. Et malheureusement, elle tarde à sortir de sa crise d'adolescence. Et cela en devient pathologique. Elle s'illusionne. Elle veut construire avec de la dynamite. Et elle échoue à assurer le bonheur promis des peuples. Et la modernité comme idéologie va mêler étroitement un volontarisme absolu et une histoire dans laquelle sa victoire s'inscrit nécessairement. On connaît ces discours politiques, les marxistes étaient très férus de cela. Voilà, nous marchons vers la société de 100 classes, il faut affirmer cette société sans classe, mais de toute façon elle viendra historiquement. C'est une nécessité historique. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et la meilleure définition que donne donnée de la modernité, c'est Hannah Arendt. La modernité, dit-elle, c'est l'assomption de la volonté et le primat de cette volonté sur l'ordre naturel et la tradition. Volontarisme absolu. Et bien entendu, vous le savez, c'est un optimisme. En fait, l'idéologie de la modernité entend concilier et confondre dans un même mouvement un individu autonome qui se donne à lui-même sa propre loi, enfin dégagé de ses appartenances et de toutes espèces de finalisme religieux et traditionnel, et deuxièmement la raison universelle, tout à la fois outil de cette émancipation et principe d'unité hétéronomone, qui transcende les particularismes. Et l'histoire de l'ambition de la modernité, c'est l'affrontement des deux logiques qui va s'achever par la défaite de la raison devenue folle et le triomphe de l'individualisme agissant comme une centrifugeuse dont le mouvement ne cessera de s'accélérer. Celui qui le dit le mieux, c'est Alain Touraine, le père de Marisol. Il dit ceci, dans la critique de la modernité. La conception occidentale la plus forte de la modernité, celle qui a eu les effets les plus profonds, a surtout affirmé que la rationalisation imposait la destruction des liens sociaux, des sentiments, des coutumes et des croyances appelées traditionnelles, et que l'agent de la modernisation était la raison elle-même et la nécessité historique qui prépare son propre triomphe. Mais, dit-il, l'idéologie de la modernité est peu convaincante quand elle cherche à donner un contenu positif à la modernité, tandis qu'elle est forte quand elle reste critique. Elle anime les luttes contre les sociétés traditionnelles, plutôt qu'elle n'éclaire les mécanismes de fonctionnement d'une société nouvelle, force de dissolution de l'ordre ancien, plutôt que de construction d'un ordre nouveau. Tout est dit. Au terme de 2 siècles de mise en œuvre, la modernité échoue. Ses promesses n'étaient que du vent. Impossible de tenir en même temps les deux bouts de la chaîne, universel et particulier, autonomie du sujet et ordre collectif, raison objective et raison subjective, normes sociales et liberté de conscience. Dans tous les domaines, les forces de dissolution l'emportent, le périmètre des points communs se rétrécit, or, les progrès techniques et économiques, toutes les espérances s'étiolent et la volonté défaille.
Donc la modernité disparaît en même temps que la tradition. Comme le disait Peggy d'ailleurs. Peggy disait, il avait une phrase assez terrible, il disait que finalement la modernité avait agi comme un prédateur qui s'est nourri du cadavre de la tradition. Et lorsqu'il n'est plus rien resté, nous en sommes là, quand le stock de tradition est épuisé, la modernité meurt avec. Je maintiens cette idée que la modernité est morte. Et elle est remplacée par la postmodernité, on va y venir, par un monde inconnu. Et inconnu, nous sommes dans une situation dont je vous défie de trouver des modèles dans l'histoire longue des civilisations. Il n'y en a pas. C'est une anomalie historique. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons de la peine à concevoir, à analyser, et bien entendu à trouver des moyens d'action sur cette société. Comme le dit Zinoviev dans un livre qui s'appelle Occidentisme, Zinoviev était un dissident soviétique, mais il y a déjà un certain temps, il dit il ne s'est jamais rien produit de comparable dans l'histoire de l'humanité. Qu'on arrête de nous dire mais des crises comme ça on en a connu, c'est pas si grave, etc. Non. Et Jean-Claude Guilbeault, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais dans son descriptif, il a quelque chose d'assez extraordinaire, dit ceci. Sans le savoir, nous sommes déjà entrés dans un nouveau monde. Nous avons du mal à penser la prodigieuse mutation anthropologique et historique dont nous sommes les témoins inquiets. Nous nous sentons de moins en moins capables d'agir sur le cours des choses. Panne, crise, déclin, c'est bien autre chose qui se déroule. Nous posant là, plongés dans la profondeur vertigineuse de cette rupture historique et anthropologique que nous sommes en train de vivre. Il reprend une formule d'Ilya Prigogine et il dit « La grande bifurcation qui s'est produite, écoutez bien, va bien au-delà d'un séisme comparable à celui des Lumières, d'un basculement analogue à la Renaissance, voire d'un engloutissement du monde ancien comme la fin de l'Empire romain. La rupture qui est la nôtre est plus radicale. Une telle transformation n'est plus réductible au raisonnement historique ou anthropologiques habituels, sa description échappe aux anciennes catégories mentales, de sorte que la pensée elle-même est confrontée au paradoxe suprême, découvrir quelque chose qu'elle ne peut pas encore penser. Découvrir quelque chose qu'elle ne peut pas encore penser. Et nous sommes tous là-devant. Alors je vous rassure, chez Guilbeault, le délire apparent sera de courte durée, puisque très vite il dira attention, là, on se calme, il faut quand même préserver l'individualisme et la démocratie. Là-dessus, il n'y a pas, il referme la porte. Vous avez un autre zèbre assez curieux, c'est Slavoj Žižek, un des derniers communistes, pur et dur, qui dans un de ses bouquins, qui s'appelle Bienvenue dans le pays du réel, prend pas de gants. Il nous dit la tolérance universelle et l'économisme, qu'il assimile au libéralisme, ont dilué le politique, le socius, le bien commun, soluble dans la démocratie. La liberté de penser joue en fait comme le plus achevé des contrôles sociaux, et la liberté d'expression n'est qu'un leurre, une fausse liberté, car les mots et les concepts nous manquent, le système nous enfermant dans de fausses alternatives dont il a défini les termes, qui ne sont la profonde vérité de tous ces constats. Qui dira que nous vivons le moment inouï du triomphe des forces de destruction à l'œuvre depuis longtemps, victimes à leur tour du désenchantement du monde qu'elles ont voulu. Et le temps des révolutions s'achève sur rien. Rien n'a été résolu des contradictions de la modernité. Alors la postmodernité. Postmodernité, attention, ce n'est pas un concept. C'est vraiment ce qui vient après la modernité. La modernité est morte, on a signé le faire-part de décès. Qu'est-ce qui vient après la postmodernité? Alors en France, on n'en parle pas beaucoup parce que les intellectuels français
à part Michel Maffezoli dans un autre contexte, répugne à l'abandon du concept de modernité. Parce qu'abandonner la modernité, c'est un peu abandonner les Lumières. Et quand même couper avec les Lumières, c'est un acte lourd qu'il n'aime pas. Et la sociologie anglo-saxonne, canadienne en particulier, est beaucoup plus familière de cette idée de postmodernité. Je vous conseille en particulier le livre de Michel Freytag qui s'appelle L'oubli de la société, qui est une excellente analyse de la postmodernité. Alors la postmodernité, est-ce que c'est véritablement un accomplissement de la modernité? Ce que dit chacun, qui disent hypermodernité, qui au fond, dirait François, tranquillement, l'hypermodernité est à la modernité ce que l'hypermarché est au commerce traditionnel. Non, il y a rupture, mutation radicale. Mais il est vrai, pourquoi on ne l'aperçoit pas? Parce que contrairement au passage de la tradition à la modernité, de la tradition au temps moderne, qui s'est produit sous un mode combatif, agonistique, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, et même des révolutions sanglantes, pour le moment il ne s'est rien passé. Il y a diffusion lente des métastases. Et on ne sait même pas qu'on est malade. On le devine, mais pas trop. C'est un mot qui est apparu en 1975, en architecture. Et celui qui a vraiment lancé le concept en 1979 dans la condition postmoderne, c'est François Lyotard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Constat d'évidence. La modernité est morte, fin des grands récits qui devaient nous émanciper, apporter le bonheur, etc., qui ont tous fini avec les camps et les asiles. Mutation historique, fin de l'idéologie du progrès et de la valorisation systématique du futur. Aucun récit n'a tenu ses promesses. La condition postmoderne s'érige sur les décombres de l'effondrement de l'idéal moderne, dont nous devons faire le deuil. Et beaucoup de philosophes aujourd'hui nous disent « faites-en le deuil, bon sang ». Lipovetsky, en l'air du vide, nous dit « le temps postmoderne est la phase cool, désenchantée du modernisme ». La tendance à l'humanisation sur mesure de la société, le développement des situations fluides, modulées en fonction de l'individu et de ses désirs, la neutralisation des conflits de masse, la dissipation de l'imaginaire révolutionnaire, l'apathie croissante, la désubstantialisation narcissique. Elle produit un individu instable, labile, kaléidoscopique, à l'identité floue, atome flottant, indéfiniment recyclable, dans un monde qui a érigé l'éphémère et la séduction en clé de voûte de la vie collective. Et celui qui résume très bien le passage de la modernité à la postmodernité, et la raison pour laquelle ça se fait, c'est Claude Lefort, je ne suis pas tout d'accord avec Claude Lefort, qui dit, au fond, la déliaison a été réussie, c'est-à-dire que la modernité a bien réussi à forger l'individu, à arracher à ses traditions, ses religions, etc. Mais la liaison qui devait se produire sous l'empire de la raison, la liaison a été ratée. Voilà. Des liaisons réussies, liaisons ratées. Et la postmodernité, c'est le versant émancipation, autonomie de la modernité, mais sans la raison, sans monde à construire, sans avenir, sans échappatoire, sans finalité, sans espérance. Et d'ailleurs, l'essentiel n'est-il pas de combattre la tentation de l'illusion finaliste, c'est-à-dire la croyance que la vie, la société, le monde ou l'histoire auraient un sens? Quelle idée! Et c'est la raison pour laquelle la modernité, la postmodernité, fait l'éloge d'une démocratie sans message, d'une philosophie post-métaphysique, préférable à tous les discours, qui prétendaient organiser le monde. Nous sommes dans une ère qui se veut tolérante, compréhensive, ouverte, ultime étape de la sécularisation, dans un au-delà nettoyé des vieilles lunes, où les questions essentielles, Dieu, l'être, la vérité, n'ont aucun intérêt. C'est la parfaite expression de ce que l'on appelle la pensée faible. Il y a un courant philosophique qui se réclame de la pensée faible. Débolisme, comme disent les Italiens, débile,
comme Gianni Vattimo. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gianni Vattimo? Concrètement, penser faiblement, cela signifie ne pas ressentir avec nostalgie l'absence de fondement comme un manque, une faiblesse, mais à le ressentir comme une chance. Et la chance qui s'offre à nous, c'est d'échapper à la pensée violente de la métaphysique. Cela signifie également ne pas vouloir substituer à un énoncé qui se révèle faux, un énoncé qui se révèle vrai. C'est savoir qu'il n'y a pas de vérité, mais seulement des interprétations. Mais la postmodernité, à son tour, est atteinte d'un mal incurable. Elle est née de la nécessité de renoncer à toute unité normative, morale et religieuse en une société. Et en même temps, elle est confrontée à l'impossibilité pratique de se passer de quelque chose qui ressemble à des échelles de valeurs communes. Elle n'a donc d'autre choix que la sacralisation du pluralisme, qui réduit peu à peu le périmètre des points communs et pulvérise le lien social. La seule valeur doit donc rester le pluralisme des valeurs, jusqu'à l'infini. Nous voilà donc enfin libérés de toute hétéronomie, Dieu, la raison, l'histoire, la République, la nation, en cet instant inouï où le couple tradition-modernité, dont nous sommes tous orphelins, a disparu. Le moment présent postmoderne en est le deuil. Mélange de gueule de bois, de coma ontologique, de mise en veille de la pensée, surtout ne pensez plus. Moment où on peut tout faire mais où rien n'est possible. Certains s'en réjouissent, comme Derrida. La clôture métaphysique traditionnelle, la négation de l'être éternel, entraîne la négation de Dieu et la mort de l'homme, d'autres l'avaient dit. Mais cette dissolution ne semble pas cependant un prix trop élevé pour être enfin débarrassé des valeurs traditionnelles, la vérité et le bien. Edgar Morin rajoute « Nous voilà contraints du besoin contraints de nous débarrasser du besoin d'avoir des principes. » Eureka. Si on peut résumer l'état postmoderne, je dirais que c'est un totalitarisme d'un nouveau genre qui est un totalitarisme de la dissolution. Totalitarisme de la dissolution, interdiction de juger, interdiction de penser, c'est là que déjà on rejoint le libéralisme, totalitarisme donc de la dissolution. Je reviens à une citation d'Orwell. Je vous recommande vivement d'ailleurs de relire ou de lire, si vous ne l'avez pas fait, 1984 et le meilleur des mondes, que vous lirez non plus comme des romans de science-fiction, mais comme des descriptions de l'actualité. Orwell. Ce qu'il y a de véritablement effrayant dans le totalitarisme, ce n'est pas qu'il commette des atrocités, mais qu'il s'attaque au concept de vérité objective. Le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes. Et quand la notion même de vérité objective est en passe de disparaître de notre monde, ce ne sont pas seulement les conditions de la vérité qui sont sapées, ce sont aussi celles de la liberté. Dans le passé, dit-il, chaque tyrannie finissait tôt ou tard par être renversée, ou du moins par rencontrer des résistances grâce à la nature humaine, immanquablement éprise de liberté. Mais nous n'avons absolument aucune certitude que la nature humaine soit invariable. Tout comme on peut créer une race de vaches sans cornes, peut-être est-il possible de créer une race d'hommes qui n'aspirent pas à la liberté. Et c'était exactement dans la préface du Meilleur des mondes, où il est dit, c'est la deuxième, celle de 1947, où il est dit les camps de concentration, les miradors, c'est pas bon. Oh, parce que c'est pas efficace. Le jour où les gens adoreront leur propre servitude, là, on aura enfin marqué des points. Et dans ces phrases d'Orwell, la volonté de transformer l'homme, vous lisez déjà, on pourra faire des conférences là-dessus, l'amorce du trans et du post-humanisme.
ce vieux rêve de l'humanité que vous retrouvez chez Faust, Frankenstein, etc. Nous allons faire un homme nouveau, un homme augmenté d'abord. On va vous le vendre en disant mais vous allez voir, ce serait mieux quand même, vous aurez un stock de matières premières à votre disposition, vous allez vivre plus vieux, etc. Mais le projet va beaucoup plus loin. C'est véritablement de transformer l'homme et de réussir en réalité à numériser la conscience pour l'installer dans une machine computérisée, dans un ordinateur. Numériser la conscience, c'est ça le but. Et d'après certains scientifiques que je connais, parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste, mais avec lequel j'ai beaucoup d'idées en commun, 10 ans. Je pense que d'ici 10 ans, on pourra réaliser effectivement la numérisation de la conscience. Là. La postmodernité que j'ai décrite, ben c'est le libéralisme. C'est le libéralisme en acte, tout simplement. Et la question du libéralisme est particulièrement importante aujourd'hui, où il y a une offensive libérale en particulier qui est faite par certains, je pense à Avant-Garde, un truc comme ça, qui est faite sur les jeunes qui ont participé aux manifs pour tous, les veilleurs, etc., de façon à les reprendre dans le camp libéral et avec un argument extrêmement fallacieux, mais qui est séduisant en apparence, ce sont les mêmes... Attendez, libéralisme philosophique, libéralisme sociétal, non, ça c'est pas bon. Libéralisme politique, à la rigueur, mais le libéralisme économique, oui, c'est bon. Vous avez quelqu'un qui est spécialiste de la chose, au risque de vous choquer, c'est Chantal Delsol, qui se veut conservatrice et libérale. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que ce qu'elle veut conserver est détruit par définition par le libéralisme qu'elle professe par ailleurs. Dans son dernier livre, Les pierres d'angle, il y a des phrases hallucinantes. On a tout de même accouché avec modernité, postmodernité, etc., de quelques définitions nouvelles. La liberté. On ne parle pas du tout de la même chose. La liberté, chez les Grecs et chez les chrétiens, avait quelque chose en commun, c'était cette idée que l'homme disposait d'une liberté pour réaliser ce qu'il devait être. C'est une liberté d'accomplissement de l'être, le développement et l'épanouissement de son être, mais en fonction de lois hétéronobes qui le dominent, transcendantes et autres. Pour les Grecs, c'était les idées qu'on a chez Platon. Pour les chrétiens, c'est bien entendu Dieu et la transcendance religieuse. Et la liberté nouvelle, la liberté des modernes, etc., est une liberté d'indétermination. Je vous renvoie à Pic de la Mirandole. Je fais de moi ce que je veux. Ma liberté, c'est ça. Autrement dit, on va tomber sur la liberté libérale. La liberté libérale est une liberté purement négative. Ne pas être contraint. C'est tout. Je fais ce que je veux. C'est mon choix. Seulement cette liberté nouvelle accouche d'une volonté nouvelle, très logiquement. Jusque-là, dans les sociétés traditionnelles, toujours par référence à un ordre naturel reconnu, qui structure le lien social, la volonté devait s'exercer, c'était toute l'éducation d'ailleurs, à désirer telle ou telle chose, ou à nous faire accomplir tel ou tel acte, parce que le but à atteindre est objectivement vrai, bon ou beau. Vérité, bonté, beauté étant toujours liées entre elles. Désormais, retenez bien cela, et ça vous expliquera en particulier tous les débats sur la loi Taubira. Désormais, l'acte n'est plus voulu parce que bon, mais bon parce que voulu. Plus rien ne me dit, il faut faire ça parce que c'est bon, parce que c'est vrai, etc. C'est moi qui dis que j'ai envie de faire ça et que c'est bon parce que je le veux. C'est tout. Et si je vous parle rapidement, là, je viendrai s'il y a des questions, de la loi Taubira, voilà le modèle d'une loi libérale. Alors quand on dit ça aux gens, surtout dans un milieu catho, etc., bon, comment ça, comment on peut dire ça, une loi libérale? Mais bien sûr,
C'est l'ordre de la satisfaction des désirs d'un certain nombre contre l'ordre collectif. Et la raison pour laquelle les discussions étaient impossibles entre les deux camps, c'est que d'un côté, il y avait des gens qui faisaient référence encore à un ordre collectif, et de l'autre, des gens qui disaient, mais de quoi vous nous parlez là? En quoi ça vous gêne? Et d'ailleurs, regardez, les pays où la loi a été votée, il n'y a pas eu de révolution. Ça se passe très bien. Ça va plus tard. Donc, excusez-moi de parler vulgairement, occupez-vous de vos fesses et foutez-moi la paix. Puis vous avez un marqueur du passage de la modernité à la postmodernité. C'est le retour de la fatalité. Vous vous souvenez de la définition d'Hannah Arendt? La modernité, c'est l'assomption de la volonté. Eh bien, en fait, on nous présente tout aujourd'hui comme étant la force du destin. La mondialisation, dont le caractère fatal et inévitable, traduit peut-être plus que tout l'élément clé qui signe le faire-part de décès de la modernité. Nous avons depuis basculé dans l'idéologie destinale post-moderne, d'un monde qui souffre de la maladie du destin. Voilà ce que nous dit un livre assez intéressant qui s'appelle La défaite de la volonté, Jacques Arène. Le changement qui héritait du mouvement du XIXe siècle était un concept politique lié à un projet et à une force critique. À partir des années 80, il a été naturalisé en phénomène physique, mécanique et destinal. Alors que le changement a été voulu, il est dorénavant subi. L'inversion de polarité est radicale. Alors le libéralisme. Le libéralisme est difficile à saisir. Parce qu'à chaque fois que vous attaquez quelqu'un qui se dit libéral sur son libéralisme, il va vous dire, comme nous disaient les anciens communistes, « Ah non, 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 mais mon libéralisme, c'est pas celui-là, moi. Hein, ne rigolons pas. » Et alors, comme le libéralisme pur et dur n'a jamais été appliqué nulle part, on poursuit l'utopie. L'utopie libérale, parce que ça ne peut être qu'une utopie, c'est une folie, le libéralisme. Donc, de quoi il s'agit? Où est le noyau central qui permet de dire à un libéral, bon, enfin voilà, vous croyez, c'est bien ça votre libéralisme quand même. Quel est le génome du libéralisme? Et quand vous lisez des livres sur le libéralisme, je pense à l'énorme pavé de Philippe Nemo, à celui de Vergara, à celui de Pascal Salin, etc., immédiatement, on distingue des écoles libérales qui vous promènent dans un labyrinthe, qui vont dire, oui, libéralisme, etc., on ne sait pas trop ce que c'est, il y a plusieurs variantes, etc. Francisco Vergara, dans son ouvrage sur les fondements philosophiques du libéralisme, précise dans l'introduction qu'il faut éviter de confondre le libéralisme classique, les pré-libéraux comme John Locke et Pufendorf, et les ultralibéraux, courant dans lequel il place Frédéric Bastiat, Milton Friedman, von Mises, Hayek, etc. Bon. Pascal Salin, dans l'ouvrage que je vais citer, parce qu'il est plein d'aphorismes libéraux assez intéressants, évoque les deux libéralismes, l'un étant humaniste et l'autre utilitariste, ou plutôt instrumental, ajoutant « il y a des degrés dans le libéralisme, il existe des libéraux sociaux, avancés, ultra, néo, etc. » Bref, allez vous y reconnaître dans cette basse-cour. Deux termes que je récuse absolument. Néolibéralisme et ultralibéralisme. Ça, c'est pour nous promener. Il n'y a pas de néolibéralisme, il n'y a pas d'ultralibéralisme. Parce que néolibéralisme, ça supposerait, c'est ce qui s'est passé depuis les années 80-90, où l'expression est couramment employée, qu'on serait face à une nouvelle version du libéralisme, en rupture, sinon en contradiction avec la tradition libérale, qu'elle viendrait trahir. Mais si vous regardez, on voit mal en fait ce que les penseurs de ce courant néolibéral, comme Milton Friedman ou Hayek, présentent quoi que ce soit de fondamentalement différent des textes fondamentaux de Benjamin Constant, de Frédéric Bastiat ou d'autres. Ultralibéralisme. Alors ultra, là c'est l'excès, franchement.
On a l'impression qu'il y a un libéralisme qui s'est transformé en une forme déviante, extrémiste, qui légitime la qualité d'ultra. En fait, rien de tout ça ne présente un quelconque intérêt. Sous les apparences de ces différences, en réalité, le libéralisme, quel est le péché capital du libéralisme? Et vous pouvez interroger tous les libéraux, quelles que soient leurs écoles. C'est tout simplement l'indifférence ou l'hostilité à l'idée de bien commun. Le bien commun n'existe pas. Et s'il devait exister, s'il devait être affirmé, ce ne pourrait être qu'en violation de l'intérêt particulier de chacun. Ma liberté personnelle et mon accomplissement ne peuvent pas supporter que dans une société on fasse référence à un bien commun. Ça, toutes les écoles. Et c'est bien la raison pour laquelle le libéralisme est fondamentalement anti-politique. Il n'y a pas de politique libérale, puisqu'il n'y a pas de bien commun. Alors si le politique n'est pas la poursuite du bien commun, je ne vois pas à quoi il sert. On sombre dans la politicaille. Oui. Il n'y a pas de politique libérale. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les auteurs libéraux eux-mêmes le disent. Donc ce qu'on retient du libéralisme, le noyau, le génome, la destruction du bien commun, un nominalisme radical. Je vous passe les querelles philosophiques, je ne ferai pas la genèse du libéralisme, qui remonte au XIIe, XIIIe siècle, dans des querelles philosophiques un peu compliquées, etc. Mais ce qu'il faut retenir de cette affirmation nominaliste, seul le particulier est réel. Seul le particulier est réel. Et vous allez en voir l'application. Et l'intérêt général, bien entendu, on ne parle plus de bien commun, mais d'intérêt général, se réduit à la somme des intérêts particuliers. Alors, pour ne pas être accusé de reconstituer un libéralisme imaginaire pour mieux le condamner, je fais référence très strictement dans les textes que je vous ai donnés à la Bible du libéralisme, qui est celle de Pascal Salin, qui est citée par tous les auteurs, qui s'appelle Le libéralisme. C'est un ensemble d'aphorismes, en réalité, et de postulats qui ne sont jamais démontrés. Et une logique extrêmement binaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libéral, vous êtes communiste ou pas loin. Vous allez voir, il le dit. Enfin, jusqu'à nous dire, voilà, c'est dans les pages introductives. Il y a, dit-il, une profonde communauté de pensée entre les vrais extrémistes de droite et de gauche. Vous allez voir la profondeur de son analyse politique, c'est-à-dire entre le communisme et le nazisme. Classer le nazisme à droite, c'est quand même à gauche, ou à droite, enfin le nazisme à droite, c'est quand même plutôt curieux, auquel le libéralisme seul peut être opposé. Autrement dit, il faut choisir totalitarisme ou libéralisme. D'entrée de jeu, on élimine l'hypothèse qu'il pourrait peut-être y avoir quelque part un totalitarisme libéral. Si l'on définit le libéralisme comme la défense d'une société sans contrainte, on doit dire que le libéralisme est un humanisme, et même, plus précisément, que l'humanisme est indissociable du libéralisme. En d'autres termes, il ne peut y avoir d'autre doctrine humaniste que le libéralisme. Pof, il tire à vue. Et le libéralisme exprime l'essence même de la civilisation. On ne va pas sur ces niaiseries. Il n'est en effet que deux visions possibles de la société, de son organisation, une vision libérale et une vision constructiviste qui sont absolument incompatibles. Les deux conceptions opposées de la société resteront toujours inconciliables, la conception individualiste libérale et la conception collectiviste. Ou on est individualiste ou on est collectiviste. Avec ça, c'est simple. Le libéralisme est vrai, en ce sens qu'il est fondé sur une conception réaliste de l'homme et des relations sociales. Le libéralisme est à la fois réaliste et moral, en ce sens est moral
ce qui est conforme à la nature de l'homme. Alors méfiez-vous, lorsque les libéraux, les philosophes des Lumières, parlent de l'état de nature, il ne s'agit en aucun cas du droit naturel chrétien, qui est conforme à la vision de la création divine. C'est une nature qu'on a imaginée, il se divise là-dessus, la nature de l'homme qui, par contrat social, s'est associé en société à l'origine des temps. Puisqu'il paraît qu'il y avait un individu, vous allez voir dans le contrat social, un individu qui présidait à la société. Et la société est le résultat d'un contrat entre ces individus, pour se protéger, pour défendre leurs intérêts matériels, tout ce que vous voulez. Donc l'état de nature, c'est l'état supposé de cet individu hors société, qui n'a jamais existé par définition, et sur lesquels d'ailleurs les philosophes des Lumières vont s'affronter. Mais voilà, ça on dit, ah voilà l'imaginaire. Donc quand il parle de nature, ça n'a rien à voir avec le droit naturel classique, le droit naturel chrétien. L'intérêt général, l'intérêt général, il n'y en a pas. La prétention à définir un quelconque intérêt général, différent de l'intérêt de chacun des membres de la société, n'est rien d'autre qu'une escroquerie intellectuelle. Et d'ailleurs, la notion même d'intérêt général ou d'intérêt national est totalement dépourvue de sens. Qu'est-ce que la nation? Si ce n'est un ensemble d'hommes et de femmes. Vous vous souvenez de ce que répétait Margaret Thatcher sans arrêt, la société n'existe pas. Il n'y a que des individus. Donc, qu'est-ce que la nation? Un ensemble d'hommes et de femmes. Et comment pourrait-il y avoir des objectifs nationaux, indépendamment des objectifs individuels? Pour un libéral, l'appartenance d'un individu à une collectivité quelconque, qu'elle soit nationale, religieuse, culturelle ou sportive, et il ajoutera même l'entreprise, si elle est importante pour l'individu concerné, ne concerne pas l'objet de l'observateur extérieur. Ayant établi que l'État-nation caractérise une société moderne est par nature incompatible avec une société de liberté individuelle, il affirme, c'est pour cette raison profonde, que la mondialisation, si elle contribue effectivement à la destruction des États-nations, serait un bienfait pour l'humanité. C'est clair, c'est logique. Je passe sur la liberté, absence de contrainte. Mais cette liberté négative, absence de contrainte, c'est elle, il faut tout lui sacrifier. Raymond Paulin a écrit un livre, Raymond Paulin était professeur à Sciences Po Paris il y a déjà assez longtemps, et avec son fils agrégé de philosophie, ils ont écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le libéralisme oui, Raymond Paulin, et le libéralisme non, Claude Paulin. Le fils répond à son père. Et dans la partie qui lui est propre, Raymond Paulin dit ceci. La liberté individuelle est un absolu. C'est une valeur morale et politique suprême, celle à laquelle il convient de sacrifier, s'il est nécessaire, toutes les autres valeurs. Toutes les autres valeurs. Donc retenez, le libéralisme est moral. Il est moral en ce sens qu'est moral ce qui est conforme à la nature de l'homme. Quelle nature? Et plus loin, on peut dire, dit Pascal Salin, que pour Frédéric Bastiat est moral ce qui est conforme à la nature de l'homme. Le capitalisme, système d'appropriation privée des ressources, est considéré comme contraire à la vision communautariste et altruiste. En réalité, le capitalisme est moralement fondé parce qu'il correspond à la nature profonde de l'activité humaine. Le reproche qui est fait bien souvent aux libéraux, on leur dit, mais attendez, si chacun a sa liberté individuelle, comment fait-on pour harmoniser ces libertés individuelles qui peuvent être contraires? Alors, ils ont une réponse toute faite. Frédéric Bastiat, puis Benjamin Constant. Frédéric Bastiat. L'unité du corps social doit résulter de l'universel assentiment, de conviction libre et de la naturelle attraction que la vérité exerce sur les hommes, alors qu'ils sont les premiers à dire que la vérité n'existe pas. Tout ce qu'on peut demander à la loi,
c'est la liberté pour toutes les croyances, quelque anarchie qui doit en résulter dans le monde pensant. Car qu'est-ce que cette anarchie prouve? Que l'unité n'est pas à l'origine, mais à la fin de l'évolution intellectuelle. Et Benjamin Constant, radical, Benjamin Constant qui passe pour un libéral modéré, sympathique, etc., nous dit ceci. La prétendue anarchie morale que vous dénoncez, vous, les antilibéraux, n'est en réalité que l'état naturel, désirable, heureux, d'une société dans laquelle chacun, suivant ses lumières, ses loisirs, sa disposition d'esprit, croit ou examine, conserve ou améliore, fait en un mot un usage libre et indépendant de ses facultés. Le rôle du pouvoir, je vous ai dit disparition du politique, le rôle du pouvoir n'est plus d'impulser une quelconque finalité collective, il ne peut pas y en avoir. Le libéralisme professe d'ailleurs une neutralité complète à l'égard de la manière dont l'État exerce ses fonctions régaliennes. Il est une métapolitique. Nul besoin du politique dans une société auto-organisée. Ce que Hayek, vous le savez, appelle catalaxie, c'est-à-dire catalaxie, le verbe grec, c'est changer, échanger, réconcilier, etc. Autrement dit, vous le savez, le marché définit l'optimum par ses échanges naturels, etc. Et donc, car dans un système social complexe, il est impossible d'établir autrement que par propagande ou coercition une communication de type consensuel, d'où le rôle du marché comme forme d'échange. Le marché roi. L'auto-organisation est la seule façon de créer un lien social viable, fondé sur la pluralité des différences individuelles. Elle remplace une impossible communauté de fins où la différence des objectifs ne peut qu'engendrer des conflits. Dans un marché, chacun coopère avec chacun, indépendamment de visées communes. Le marché garantit la coopération malgré la diversité, la divergence des intérêts et la concurrence des fins. Et si vous avez quelques doutes sur le caractère moral de cet ensemble, ne vous inquiétez pas, Marcel Gauchet vous répond. Le marché est doté en lui-même, substantiellement, d'une exceptionnelle qualité morale. Autrement dit, et suivant la logique libérale imparable que nous cherchons à établir, le fait de déplorer la perte de toute morale chez les individus n'est pas bien grave, dans la mesure où elle est compensée et largement par le marché qui a un caractère moral propre, puisqu'il assure le bonheur du plus grand nombre. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Donc même s'il n'y a pas de bienveillance réciproque entre les hommes, le lien social ne s'en maintient pas moins pour des raisons purement égoïstes, la fable des abeilles, de Mandeville, etc. Cette curieuse équation entre marché et morale, le caractère moral du marché étant déduit du simple fait que s'y échangent librement des marchandises, fait proférer à certains d'étranges propos, comme en témoigne l'exemple suivant donné par Pascal Salin. La bourse est l'expression même de l'activité des hommes qui vivent en société. Elle est donc profondément morale. La bourse est profondément morale. Je passe un peu pour qu'on puisse éventuellement discuter en conclusion. Le libéralisme semble, malgré les habits modernes dont on veut le revêtir, d'un autre temps. Peu destructeur tant que la société tenait sur des bases séculaires constituées en amont, par des siècles de chrétienté en particulier. La société tenait. Et les idées fausses ont mis très très longtemps à produire leurs effets délétères. Jusqu'en 1950, pratiquement. La France vivait sur une culture grossièrement chrétienne, même si elle n'était plus reconnue comme telle. Il y avait une morale commune, à peu près. Mais lorsque tout s'effondre, le libéralisme est frappé d'impuissance, et pour tout dire, sans pertinence, obsolète. Car à tout prendre par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en voulant considérer que l'individu, jamais la société, l'ordre individuel et jamais l'ordre collectif, considérer le politique comme superflu et inutile, et par principe l'État comme l'ennemi, que peut-on faire?
Et après tout, en fonction des principes affichés, un libéral vrai peut-il trouver quelque chose à redire à une loi autorisant l'avortement et le mariage entre personnes du même sexe? Non. Et d'ailleurs, lors d'un débat avec un agrégé d'économie qui est professeur à Aix-en-Provence et qui est un libéral libertarien, quelqu'un avait posé la question de l'avortement. Et il a dit, comme libéral, je ne peux pas être contre. Il était logique. Il était logique. Comme libéral, je ne peux pas être contre. Mais que peut dire la vulgate libérale quand l'individu déraisonne, que les digues se rompent, que toute autorité disparaît, que l'enseignement n'est plus qu'une machine ubuesque à décerveler, et que l'efficience des marchés passe pour une aimable plaisanterie. Comme le dit si bien Michel Freytag, rien n'empêche de penser légitimement que le libéralisme est revenu aux Robinsonades du début de l'ère industrielle, et qui n'ont rien à nous dire. Et il faut s'en méfier, parce qu'aujourd'hui, vous dites de toute évidence, en particulier, j'aime pas ces classifications droite-gauche, etc., en particulier, on va dire, à la droite, UMP, les Républicains, il y a une offensive libérale qui est lancée, en particulier par Charles Millon, par Beigbeder, Vauquier, etc., sur, justement, et précisément, la jeunesse qui avait manifesté contre la loi Taubira, etc. À cet égard, vous avez bien compris que ce que j'appelle de tous mes vœux, c'est à ne plus commettre d'anachronisme. C'est-à-dire ne pas considérer que nous sommes dans un postulat de continuité avec l'ère moderne. Ça veut dire qu'il faut être franchement, et pour un certain nombre d'entre vous, qu'y a-t-il de plus révolutionnaire que d'être royaliste aujourd'hui? Rien. Mais est-ce que nous le faisons valoir comme ça? Est-ce que nous ne passons pas quelquefois pour des conservateurs sympathiques, mais... Et est-ce que nous nous sommes posé la question, alors là je vous la renvoie, au travail, tous, collectivement. Au fond, j'appartiens à une génération qui a collé des milliers d'affiches. Le roi, pourquoi pas? Je veux bien, pourquoi pas. Maintenant, je vous pose une question. Le roi, pourquoi faire? Pourquoi faire? Des articles de point de vue image du monde? On va célébrer la naissance du prince, etc. On n'en a rien à cirer. Il y en a même chez nous qui lorgnent un petit peu quand même sur les monarchies espagnoles et anglaises, qui ont tout abandonné. Est-ce que les problèmes de la société espagnole et de la société anglaise ne sont pas les mêmes que les nôtres? Ça ne nous intéresse pas. Donc c'est une révolution profonde qu'on va leur dire « Ah, oh, vous êtes vieux jeu, vous n'allez pas nous réciter la monarchie antiparlementaire, machin, etc. » Je veux bien qu'on ne récite pas les vieilles leçons, mais... Monarchie, pourquoi faire? Lorsque vous dites royaliste, vous présentez avec quelqu'un, le type vous dit oh, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on sait lui dire ce qu'éventuellement ça pourrait changer? Ah, on va lui parler de la grandeur de la France, etc. Mais ce n'est pas son souci premier. Qu'est-ce que ça va changer dans l'ordre des choses? Et je vous recommande à cet égard, qui est tout à fait remarquable, un livre qui s'appelle, d'un sociologue canadien, qui s'appelle Démocratie, histoire d'un mot. Ah, c'est assez extraordinaire. Alors, je l'avais vu sur une vidéo, tout à fait par hasard, je ne sais plus qui me l'avait envoyé, 40-45 ans, blouson de cuir, des anneaux partout, pas le modèle du tratra coincé, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et alors, tranquillement, il explique, il dit, tous les fondateurs de la démocratie, des deux côtés de l'Atlantique, étaient farouchement antidémocrates. Et il le démontre par des discours, des citations. Et puis il dit, c'est quand même extraordinaire, il dit au fond, le seul moment où on a approché la démocratie, c'est sous l'Ancien Régime en France. Intéressant. On devrait s'intéresser à ça quand même.
un sociologue canadien. Je vous recommande son bouquin Démocratie, histoire d'un mot. Il y a, je crois, si vous voulez, je vais vous dire le fond de ma pensée, tel quel. Ça lancera peut-être la discussion entre nous, etc. Je dis le roi pourquoi pas, le roi pourquoi faire. Et au fond, est-ce qu'on n'aurait pas eu tendance à cantonner le politique d'abord de Maurras, qui est une très belle chose quand il est bien expliqué, à l'institutionnel d'abord? Je me souviens d'un de mes oncles, Régis d'Oléon, qui était un des organisateurs, j'ai eu la chance de le connaître, il est mort quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai eu la chance de le connaître, c'était un des organisateurs des grands rassemblements royalistes de la Vendée provençale. Alors il avait beaucoup d'humour, il me disait, tu sais, alors Gros Léon arrivait, Léon Daudet, il démolissait la gueuse, etc. Une heure après, papa, elle était par terre, on la ramassait à la cuillère, etc. Et à la fin, on sortait le roi de sa boîte. Et tout était résolu. Est-ce qu'on n'a pas tendance à sortir le roi de sa boîte comme réponse à tous les problèmes? Or, il est bien évident qu'il faut en même temps faire ce que réclamait Bernanos, reconstituer la société France. Parce qu'il y a forcément adéquation entre les deux. Imaginons par l'opération du Saint-Esprit. Bon, vraiment, ce serait l'opération du Saint-Esprit. Demain, là, on va, on est en haut. Qu'est-ce qu'il fera? Il tient pas 3 semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ou alors pour avoir les pitres espagnols qui ont tout signé, etc. Et regardez à quel point Baudouin, Belgique, avait eu le courage, au moment de la loi sur l'avortement, de trouver une astuce constitutionnelle pour ne pas avoir à la signer. Ça n'a pas empêché la loi de passer. C'est ça qu'on veut. On veut bien donc un roi qui gouverne, qu'on le veuille ou non. Et un roi qui gouverne, je veux dire, il nous faut un prétendant guerrier. Parce que vous imaginez ce qui va se passer? Quelqu'un qui dirait, je reprends la main sur la France, sur nos frontières, ma souveraineté. Mais l'oligarchie financière va lui faire une guerre à tout crin, épouvantable. Et c'est ce qu'attendent d'ailleurs tous les souverainistes le jour où ils vont arriver au pouvoir, s'ils y arrivent. Nous serons en guerre civile, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas du jour au lendemain, il ne faut pas se raconter des contes de fées. Ah, un jour, les Français vont se rendre compte que, et on aura un gentil roi. Mais on rêve ou quoi? C'est pas un gentil roi qu'il nous faut. C'est un roi guerrier. Ou alors, on n'est pas d'accord sur l'état des lieux que je viens de décrire. C'est pour ça que la première chose à faire, je vous dis, c'est de mettre d'accord sur cet état des lieux. Si on est d'accord là-dessus, bon sang, arrêtons de nous raconter des histoires. Arrêtons de croire que ce qui n'a pas marché en 1930, n'a pas marché en 1950, va marcher en 2015. C'est pas sérieux. Il faut qu'on y pense, qu'on y réfléchisse, qu'on retourne les questions, qu'on soit capable de penser à la situation telle qu'elle est. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, la seule chose que je demande aux gens, moi, personnellement, vous êtes d'accord sur ce constat? Parce qu'il y en a qui sont d'accord. Hein? Bon, eh ben, on se met autour d'une table et on réfléchit. On parle. On ne sort pas les vieilles recettes. C'est facile, ça. Mais vous comprenez, il faut bien reconnaître qu'on est tellement paniqué, à juste titre, devant l'ampleur de la tâche et devant le vide du monde, que c'est plus sympa de faire comme si les choses continuaient comme avant. Ça permet de se rassurer un peu, de dire c'est pas si grave, vous allez voir, ça va s'arranger, et puis vous savez, dans l'histoire, il y a eu des hauts et des bas, toutes les niaiseries qu'on nous raconte, pour se congratuler, pour dire, voyez, attendez, vous allez voir bientôt, là. Non. Non. Il faut avoir le courage d'affronter la catastrophe. La catastrophe, elle est là, elle n'est pas à venir.
Elle est déjà advenue. Et c'est précisément ça que nous devons comprendre et faire comprendre. Voilà, j'arrête parce qu'après... Manif et compagnie. Oui et non. C'est une réponse un peu ambiguë. Il y a d'abord l'histoire nous revient dans la gueule. Hein, la fin de l'histoire de Fukuyama, tout ça, on sait que c'est du pipeau. Et compte tenu de ce qui s'est passé, nous avons une classe politique qui est dans l'incapacité de répondre à l'histoire, qui est dans l'incapacité même de se situer dans l'histoire. Ils sont d'une ignorance crasse. Comment imaginer la folie de Sarkozy avec son conseiller préféré Bernard-Henri Lévy en Libye, dont on paye les catastrophes, la destruction de toutes les puissances régionales du Moyen-Orient, l'imbécilité de la réaction des pays occidentaux qui suivent Obama tout simplement avec Poutine, c'est absolument ahurissant. Alors il y a, et c'est là qu'il faut faire attention avec le libéralisme, vous avez des gens comme Choprade et un certain nombre de gens qui se sont mis à l'écart du Front National. Si vous voulez, je vous dirai ce que j'en pense, parce qu'ils reprochent à Marine Le Pen son antilibéralisme. On peut en discuter, mais c'est une certitude. Alors, réaction, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais ce que je trouve extraordinaire en France, c'est qu'il y a encore, malgré le matraquage, l'interdiction de penser, dans un certain nombre qui va jusqu'à l'interdiction de penser dans certains cas, qu'il y a encore tellement, notamment dans les milieux simples, de gens qui ont des réactions saines. C'est fabuleux, c'est français. Et la raison pour laquelle, alors on va me dire, ah oui, Marine Le Pen, alors je vous explique très franchement ce que j'en pense. Je me fiche de ce que raconte Marine Le Pen. Et je vote Front National. Pourquoi ? Parce que c'est le seul bélier qu'on ait à notre disposition. Il n'y en a pas d'autre. On ne va pas m'écouter en disant, ah bah oui, non, quand même, là, non, là, je ne suis pas d'accord avec elle, hein, alors là, etc. Parce que vous êtes d'accord avec d'autres pour aller voter pour eux. C'est la question que j'ai envie de poser aux braves gogos de sens commun. Excusez-moi s'il y en a parmi vous, mais enfin, franchement, en région PACA, ils vont voter pour Estrosi ou pour Marion Maréchal? Ils sont sérieux quand même. Il n'y a pas photo. Cette crapule d'Estrosi, sauf peut-être qu'ils veulent faire de l'entrisme. Voilà un anachronisme. Pensez que la politique, et même le politique, passe par les partis politiques. Mais c'est de la folie. C'est fini les partis politiques, enfin voyons. On en a encore, le cadavre bouge encore. Mais c'est terminé. Par les partis politiques, on n'arrivera à rien. Enfin bon sang, nous sommes bien placés pour le savoir. Donc le politique doit s'exprimer de manière transversale. Et je me fiche aujourd'hui de savoir d'où viennent les gens qui seront d'accord avec moi sur ce constat pour travailler. C'est ça qu'il faut. Les partis politiques. Franchement. Sarkozy le sauveur. Enfin, d'abord on aura Juppé. Sur le papier. Tel quel. L'avenir est imprévisible. Quelle sera la situation dans 2 ans? Ça, personne n'en sait rien. J'avance une idée. J'ai pas de certitude sur les dates. Ça pourrait arriver assez vite. Qu'on a devant nous un tsunami financier épouvantable. La crise financière est devant nous. Hein. Si on peut parler de crise. Elle n'est pas derrière.
Vous imaginez qu'on a répondu partout au problème de la dette par plus de dette. Et que la dette mondiale augmente de 3 millions de dollars par seconde. Et que la monnaie créée, la création monétaire, ne s'investit pas dans l'économie. On en verra les effets. Elle tourne en rond dans la finance. Bon. Et ils songent à arrêter quand même. La mère Yellen, la patronne de la Fed, se gratte la tête régulièrement en se disant, voyons, quand c'est qu'on arrête ces politiques non conventionnelles, de quantitative easing, 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire qu'à quel moment on va arrêter de créer de la monnaie, parce que quand même, ça va finir par coincer, parce que toutes ces dettes, on dit la dette de la France, attendez, à côté du Japon, c'est ridicule, à côté des États-Unis, c'est tout aussi ridicule. Je ne dis pas que c'est bon, hein, l'endettement français. Non. Mais on sait le problème, là où ils sont tous coincés, c'est que imaginez une hausse des taux d'intérêt. C'est l'explosion de la dette française, d'abord. C'est la crise obligataire assurée. Parce que vous imaginez quand même qu'il y a des fonds de pension aujourd'hui qui achètent des obligations d'État à taux négatif. Même des obligations d'État italiens à 3 ans. C'est-à-dire que je paye pour qu'ils conservent mon pognon. Parce que je pense que c'est là qu'il est le mieux gardé et que c'est le plus sûr. Je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. On ajoute de la dette à la dette, on crée de la dette, et en avant, etc. Et ça ne bouge pas. Il y a 20 ans de récession au Japon. Et au dernier trimestre, ils étaient encore en récession. Et pourtant, depuis 3 ans, en avant, ils créent du yen. Ça ne marche pas. Et là, je vous dis, il n'y a pas de solution économique à la crise économique, parce qu'elle repose sur une folie, sur une démesure. On a cru que les arbres allaient monter jusqu'au ciel, et on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et la crise de 2007, c'est une amusette par rapport à ce qui nous attend. La faillite des banques. Des 28 banques systémiques. Vous savez que le FMI a déclaré qu'il y avait 28 banques systémiques, c'est-à-dire des banques d'une telle importance qu'en aucun cas il fallait les laisser tomber. Parce que si elles se cassaient la gueule, c'est les Lehman Brothers bis, hein, et encore plus, et là ça peut être la panique. C'est-à-dire vous avez des descriptions, on vous dit, vous irez au distributeur de billets, il n'y a plus. Il n'y a plus de billets. Ouais, vous exagérez, c'est pas sérieux quand même. Le système financier est d'une fragilité absolument considérable. Et avec des gens qui sont psychologiquement fragiles. Il ne faut pas du tout s'imaginer que ce sont des gens parfaitement rationnels, raisonnables, etc. Pas du tout. La meilleure preuve, c'est que, alors, les moutons de Panurge, là, ils sont extraordinaires. Ils font tous la même chose en même temps. C'est bien pour ça qu'ils amplifient les catastrophes, d'ailleurs. Ils ont tous le même réflexe. Alors là, t'as vu ça? Allez, on va. Et comme ça se fait à la nanoseconde, etc., on crée des chocs absolument épouvantables. Et je crois, je peux me tromper, que le choc est devant nous. Alors on verra bien. C'est pour ça que, je vous dis, on a tendance à raisonner pour les élections, les présidentielles, etc., dans les mêmes conditions de température et de pression. Dans 2 ans, où en sera-t-on? Personne n'en sait rien. Alors là, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis dans l'incapacité de vous dire ce qui va se passer. Mais, à nous, quand même, de mettre les points sur les i, de ne pas commettre d'anachronisme, de ne pas s'embarquer dans les partis politiques. Parce que ça, c'est la catastrophe absolue. Imaginez qu'on peut encore faire confiance à un quelconque parti politique. C'est une absurdité. Les mécaniques même des partis politiques sont des centrifugeuses. D'ailleurs, au sein des partis politiques, vous n'en avez pas 2 qui sont d'accord. Il n'y a aucune unité. Regardez chez les Républicains. Il n'y en a pas 2 qui sont d'accord. Et après les régionales, on va assister à un combat au sein du Parti républicain fantastique. Ils vont s'entretuer. Et je crois, alors là, je peux me tromper, je crois que Sarko n'ira pas jusqu'au bout. Juppé, sur le papier, si Sarkozy organise des primaires fermées, c'est là que les militants du parti, qu'il est sûr de gagner,
Juppé n'y aura pas. Juppé n'est pas fou, il a résolu de se présenter quoi qu'il arrive. Il sait qu'il a sa chance. Une association, vous imaginez, des roues Juppé. Quel ticket extraordinaire. Voilà qui va nous sortir d'affaires. Et à lire un certain nombre de lettres financières, économiques, etc., je suis persuadé que la finance, l'oligarchie financière, a choisi Juppé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé aux États-Unis, il va chercher de l'argent. Il fait partie des Young Leaders, etc. Ils vont chercher du pognon aux États-Unis. Ils vont se faire financer. Avec ça, bonjour l'indépendance, bonjour. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que vous aurez l'occasion de méditer, si possible, ce que je viens de vous dire, parce que c'est pas un arrêt sur image. Vous avez bien compris que ce que je dis, c'est que nous devons tous travailler, tous réussir à créer un mouvement. C'est la raison pour laquelle, bon, vous avez des réunions régulières. Elles sont régulières, les réunions ici à peu près ou... Oui. C'est très bien, mais il faut que ce soit un brain trust. Il faut éventuellement inviter des gens qui ne sont pas forcément d'accord, me semble-t-il, mais avec lesquels on va pouvoir être d'accord sur le constat. Je pense à des gens, regardez, comme Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, sur le libéralisme, c'est imparable. Hein. Le truc, impasse Adam Smith, etc., il est parfait. Alors malheureusement, il ne fait pas de conférence, je n'ai pas réussi à le contacter. Mais il y a quand même des gens, hors de nos sphères proprement dites, qui pensent et qui sont capables de débattre avec nous, à condition qu'on le veuille. Nous aussi. Parce que nous n'avons pas la solution. Nous n'avons pas la solution. Et je me souviens souvent dans beaucoup de conférences, lorsque je fais ce constat, que je développe un peu les mêmes idées, on me dit, bon alors, quelle solution? Alors je déçois toujours les gens, hein, ça je le reconnais. Je leur dis, mais j'ai pas la solution. Attendez, ce serait fabuleux si on avait la solution. Nous sommes devant un monde inconnu, nous avons été jetés sur les rivages de ce monde, que nous avons du mal à explorer, qui est une anomalie dans l'histoire longue des civilisations, vous ne trouverez pas d'équivalent, et on me demande la solution. Au boulot, à nous tous. Voilà.